Donc il y avait des gens qui avaient déjà tout compris, à l'époque de Léonard de Vinci, qui avaient déjà compris que ce qu'on étudie là, c'était déjà dans les pyramides, avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, ou soit le monde développé, enfin en volume, ou le monde à plat. Ouais. Avec... oh, qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. Wow. Il est magnifique. Ouais, super. En alchimie, pareil, on le retrouve ici, le petit symbole de la quadrature du cercle, finalement, qui était déjà là. Donc, finalement, tout est sous nos yeux, mais il faut avoir l'information. Ok. Donc, quand on crée ce type de métamachines-là, en respectant ces formes géométriques sacrées dans le sacré, on attire l'information. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, du coup, il y a des gens qui, au Vatican, ils ont fait comme chez Rothschild, là-bas, ils ont fait un obélisque, un fer à cheval pour pouvoir capter l'information, et forcément, si on a notre maison qui est ici, on va récupérer toutes les informations du sacré. Okay. Donc ça, c'est le principe d'une métamachine, c'est-à-dire avoir l'information. Et comme ça, c'est comme si on avait la métamachine ici, et que la métamachine, elle est à la croisée des eaux, et bien, quand on attire le sacré, on attire l'information à nous. Là, c'est la vue d'ensemble de Teotihuacan, et on voit quand même la similitude avec le Vatican, mais c'est aussi la même configuration que le plateau de Gizeh, à quelque chose près. Quand on fait de ce type de métamachine-là, on attire le sacré. Okay. Donc après, la métamachine de Khéops, elle, c'est une... c'est le niveau, mais le high level. Parce que Khéops, on pourrait en parler et faire des conférences entières. On ne pourra jamais trouver les mystères de ce que les baptiseurs ont voulu nous laisser. Là-dedans, on a la coudée, on a phi, on a la vitesse de la lumière, on a la circonférence de la Terre, on a la... Toutes les données qu'on connaît peuvent être traduites dans Khéops. On a aussi des hypothèses de Christopher Dunn qui expliquent comment cette métamachine peut créer de l'énergie, avec de l'énergie du vide. On peut comprendre aussi qu'on peut récupérer une information dans des sarcophages, enfin, soi-disant sarcophages, mais des récipients pour récupérer de l'eau. Enfin, surtout le sarcophage, finalement, c'est un émetteur, c'est un diapason. Ouais, je vais vous la faire quand même, parce que ça me tente trop de vous raconter ce que Christopher Dunn, pour lui, comment il explique cette métamachine de la pyramide de Gizeh. La pyramide, elle est entourée d'eau, à la base, proche du Nil. Elle est sur une faille. Elle n'est même pas sur une faille, elle est sur la croisée de deux grandes failles, des deux plus grandes... Si vous prenez l'Égypte, les deux plus grandes lignes est-ouest et nord-sud, ça tombe sur Gizeh. Donc c'est vraiment les failles telluriques du plateau, des plaques tectoniques carrément. Donc à cet endroit-là, c'est clair que le sismique, ça doit bouger. Donc on met une grosse masse en cailloux pour pas que ça bouge. Et c'est conçu anti-sismique pour que ça puisse résister pendant la nuit des temps. Donc Christopher Dunn, lui, ce qu'il a dit, c'est que dans chaque couloir qu'on voit ici, là, il y en a un qui est en cuivre et l'autre qui est en zinc ou en fait un autre métaux qui a une différence de potentiel différente. Enfin, pas une différence de potentiel, une électronégativité différente pour pouvoir justement créer une différence de potentiel. C'est exactement le principe pour réaliser ça. L'électrolyse, différence de potentiel. Du coup, comme à l'aplomb de la métamachine, il y a un croisé d'eau, il y a une information qui se passe, il y a de l'électricité qui se passe. Ça augmente la différence de potentiel. Vous comprenez jusque-là? En fait, l'eau qui est ici, elle descend dans le tunnel là,
et va créer un effet bélier, comme une pompe bélier. Et la pompe bélier, vous connaissez, ça fait du bruit. Des coups de bélier. Et le but du jeu, c'est de pomper l'eau. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces métamachines-là, elles pompent l'eau. Elles font remonter l'eau, en tout cas. C'est pour ça qu'on les utilise en électroculture, parce que ça va pouvoir faire remonter l'eau. Quand on met une forme géométrique sacrée comme ça, ou une métamachine comme ça refait monter l'eau. Donc du coup, là, on va avoir une fréquence, comme Nikola Tesla disait, une belle fréquence qui fait tout, tout. Et cette fréquence-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir faire rentrer en vibration le soi-disant sarcophage qui est dans la chambre du roi. Et lui, comme il est bah, il n'est pas en granit justement, il est il est dans un matériau qui vibre. Et du coup, il va faire l'effet de diapason. Céramique? Non, c'est même pas la céramique. Enfin, en tout cas, il va vibrer. Et du coup, il va tellement vibrer qu'il va faire trembler les murs. Et c'est bien pour ça qu'il y a des gros blocs de granit, avec des étages de dépression, de compression, pour pouvoir supporter cette vibration-là. Pour pas que toute la masse de la pyramide s'écroule. C'est pas parce que, comme on nous explique, que c'est des chambres de compression pour supporter le volume. Puisque la chambre du roi, de la reine qui est au milieu, elle qui est plus petite, elle aurait encore plus de masse, et son toit il est beaucoup plus petit, donc c'est ridicule. C'est que vraiment ces plaques de granit là sont vraiment pour supporter cette vibration là, pour pas que ce soit tout l'édifice qui vibre, mais uniquement cette partie là. D'accord? Du coup, en fait, c'est fait pour supporter l'onde de choc. En fait. Exactement, de la vibration du bélier qui amplifie le diapason en fait. L'absorbe. Et il amplifie. Oui, il absorbe pour pas que tout ça rentre. Et du coup, là, en fait, avec cette différence de potentiel de matériaux, plus cette différence potentielle des réseaux, et plus c'est à la croisée de tout ça de réseaux, plutonium, magnésium, enfin tout ce que vous voulez, ça a des propriétés que finalement ça va créer un tor. Ok? Le tor, il va monter, il va créer une onde. Et il va les relier, il va les sortir de l'atmosphère, et il va les toucher la ionosphère. Il va faire comme Nikola Tesla, en fait. Il va rejoindre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et il va créer des arcs électriques. Et ces arcs électriques, ils vont venir percuter donc le haut, et c'est pour ça qu'il y a un pyramidion en haut. Et le pyramidion, il sert aussi ouais, catalyseur, mais pour pas que ça fasse court-jus, en fait. Parce qu'il reçoit l'information, mais il ne peut pas la relâcher. Anti-retour. Un paratonnerre, un peu comme ça, enfin un parafoudre, enfin un ça part. Et du coup, l'onde qui est créée dans cette chambre, la chambre du roi, elle va passer par, elle va être modulée par la chambre des hertz qu'ils appellent. Vous avez entendu parler des hertz? Il y a 3 grosses plaques qui sont modulables finalement et qui sont là en fait pour régler la fréquence. Donc du coup, ils arrivaient à modifier cette fréquence-là et ils la renvoient dans la grande galerie, qui est une grande galerie en encorbellement, qui a une propriété d'amplifier l'écho, puisqu'elle est en encorbellement, sur le nombre d'or, et plein de choses. Et au final, je voulais la faire la photo mais je ne l'ai pas faite, bien sûr, on s'aperçoit quand on monte cette grande galerie, moi je ne suis pas allé mais j'ai vu plein de photos, j'ai pu étudier, il y a plein d'encoches, il y en a 24 pour être exact. Et donc finalement, ils avaient des grands dispositifs en bois qui étaient résonateurs et qui avaient 24 positions. Et donc ils pouvaient réguler encore le signal. Donc il est régulé d'une part par le débit de l'eau, du bélier, après il est régulé par la chambre des hertz, et après des hertz, et après il est régulé encore dans la chambre des encorbellements. Et au final, l'écho, l'onde, elle arrive ici et elle vient percuter les 3 granites, les 3 bouchons de granit qu'on entend en bas. Et qui ont pour effet d'inverser le signal. Et il renvoie du coup le signal dans le couloir de la chambre de la reine, qui, dans la chambre de la reine, il y a encore une fois un petit encorbellement, où on remodifie la fréquence, et du coup c'est là finalement qu'il récupérait l'eau, parce qu'il devait avoir des récipients, et il récupérait cette eau chèrement informée de toute cette métamachine.
Donc ça, je vous ai dit vite fait, le principe de Christopher Dunn, de comment il crée de l'énergie. Puisqu'après l'électricité qui redescendait, elle était stockée dans la masse même de l'édifice, qui est en différence de potentiel entre le calcaire et le granit, qui lui-même, le soleil, quand il chauffe, dilate, et du coup crée une friction sur les granites, et crée encore une fois de l'électricité piezo. Donc ils étaient... c'est une méta-machine, là c'est vraiment la méta-machine par excellence. Mais nos cathédrales de Chartres et nos cathédrales de Beauvais et nos cathédrales de Notre-Dame sont aussi des méta-machines de ce même type-là. Patayat et moi, il y a 2 ans, on est allé à Chartres, le 21 juin. Et au moment où il y a le soleil qui passe par le petit vitrail là, et qui va venir percuter le petit clou, là, ben en fait, vous entendez la méta-machine vibrer. Mais réellement, vous entendez un homme. Et moi, je me suis dit, mais d'où ça vient? L'orgue, il est là-bas. Et en fait, c'est un grand bruit général. Et en fait, c'est le lendemain que j'ai eu l'information. C'est que le but de ces méta-machines-là, c'est de vibrer et du coup de vous soigner dedans. Parce qu'au départ, je me disais, mais c'est pas possible. S'il fait pas beau, le mec il attend là sur son clou pour avoir l'information, et puis s'il fait pas beau, il n'a pas l'info, et puis ce serait que pour lui de mettre la machine comme ça. Non, c'est pour tout le monde. Bon, Chartres a la particularité d'avoir 2 points d'énergie. Comme ça. En fait, c'est un récepteur diffuseur, quoi. Ouais, mais double en plus, parce que Chartres, il y a l'énergie du transept, comme une méta-machine classique, plus l'énergie du labyrinthe, où là, il y a d'autres matériaux qui viennent vraiment croiser spécialement pour le labyrinthe. Donc du coup, c'est une méta-machine qui est étalonnée avec 2 fréquences différentes. C'est pour ça qu'elle est très dure à jouer, à faire des concerts dans Chartres. Parce qu'ils ne savent pas comment s'accorder, ils sont un coup là, un coup là. Mais c'est pas une machine non plus pour jouer de l'orgue, c'est une machine thérapeutique pour rentrer en vibration précise. Et à l'occurrence, le jour du 21 juin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, vous avez vu le slide là, avec l'écliptique, un coup on est dessus et un coup on est dessous. Donc quand on est à l'écliptique, on est à la rase. Donc du coup le soleil, quand il envoie sa fréquence, la protection de notre atmosphère, elle est presque nulle. L'onde, on la reçoit de plein fouet. Elle n'est pas biseautée. Du coup, si c'est biseauté, ça ricoche et on la reçoit moins. Là, dans ces jours précis, on prend l'information de plein fouet. Donc on prend l'information de notre soleil à fond. Et on sait même que ces jours-là, l'information, l'eau, elle est modifiée structurellement parlant. Ça modifie l'ADN de l'eau. Elle est complètement différente pendant ces 3 jours-là. Donc c'est pour ça que les anciens qui fabriquaient des méta-machines comme ça, forcément, il y a des moments où il faut les purger aussi, ces méta-machines. Et donc ils profitaient de ce moment de l'écliptique pour vider les vannes, si je puis dire, pour renvoyer l'énergie dans l'univers. Parce qu'à ce moment-là, je dirais, on fait péter une bombe atomique précis, ça n'a presque pas d'impact puisque ça repart dans le plan de l'écliptique. Vous comprenez? Suivez. Le 21 juin, là, le 21 décembre 2020, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu c'est notre galaxie elle-même qui a subi un éveil. Tous les printemps, ou tous les ans, on a notre Terre qui vient à l'écliptique et qui bénéficie du rayon du soleil, de l'information du soleil. Mais là, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, là c'est la même chose, mais avec la galaxie. Donc la galaxie s'est placée dans le plan d'écliptique de toutes les autres galaxies, de la grande Vastitska. Et du coup, tous les soleils, ils se sont tous parlé. Et ils se sont tous réalignés, et du coup, ils ont tous subi une upgrade. Et nous, comme on est sur la planète, et que la planète, elle a subi une augmentation de fréquence, ben nous aussi, on augmente en fréquence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler de sujets complètement dingues, qui a 5 ans en arrière, il y aurait très peu de personnes qui auraient suivi. Parce que là, ça nous touche tous. On est monté en fréquence. Du coup, dans
depuis la nuit des temps, les anciens connaissaient ce principe d'aller dans un endroit où la terre a des propriétés bien spécifiques. En l'occurrence, c'est sur des veines granitiques, parce que le granit a des propriétés, surtout peut conduire les failles, en fait. Et puis tous ces dolmens, etc., ils sont souvent mis ou fabriqués avec du feldspath, du mica, des matériaux conducteurs en électricité. Mais tout simplement parlant, ils pouvaient aussi, on appelle ça des tombes sépulcrales, alors qu'au final, on voit bien que quand c'est rempli d'eau, on voit bien qu'il y a un trop-plein, et que ça permet de vivre l'expérience du baptême, finalement, où on est plongé dans l'eau et on reçoit l'information. Au même titre que le baptistère qui est accroché au pilier de la cathédrale, et qui du coup, la cathédrale, vu sa forme, la géométrie sacrée va capter l'information, va faire vibrer l'édifice, et du coup l'eau vibre aussi, et si on prend cette eau, on se la met sur le crâne, mais on va vibrer aussi à la hauteur de l'édifice. Donc eux, simplement, ils créaient dans la masse, ils créaient des petites baignoires où ils pouvaient du coup s'immerger dans cette eau à haute fréquence. Et du coup récupérer l'information, puisque l'eau c'est l'information, l'eau c'est un cristal liquide. Ce qui est dingue avec l'eau, c'est que l'eau va pouvoir faire le liant de tous les autres cristaux, métaux, matières, ce que vous voulez. L'eau c'est la vie. Donc du coup, c'est le cristal liquide à l'état pur. C'est pour ça que l'eau a des propriétés qu'encore aujourd'hui on ne comprend pas, quoi. Si on fait chauffer, ça s'évapore, si on met au congélateur, ça dilate, enfin c'est l'inverse de toute logique. Mais c'est surtout une information. Masaru Emoto, il parlait, où c'est qu'il est, Masaru Emoto? Il était là, non? C'est pas dans le On l'a vu passer, il était là. Ah ouais, il est à l'arrière de quelque chose d'autre. Oui. Il y en a Voilà. plein, là. Ouais, il y en a plein d'autres derrière qui sont cachés. Dans les 5 premières fois. Voilà. Donc il a montré que si on congelait des eaux, voilà, super, des eaux informées, voilà exactement, on obtenait des formules cristallines. Donc si on dit amour, c'est très joli, si on dit merci, c'est le cristal, mais si on dit je te déteste, ben, c'est pas du tout structuré. Donc voilà, donc du coup, quand on est dans ces bassines, là, dans ces cubes, on récupère l'information, et si cette information vient du cosmos, ben, c'est clair que là, on peut être en connexion avec peut-être son moi intérieur, son divin, etc. Là, je vous ai montré, enfin je ne vous ai pas montré, mais en Jordanie, par exemple, pourquoi c'est à cet endroit-là, ils ont fait ça. Ben, ils ont fait ça parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a des réseaux, des propriétés spécifiques. Si on écoute la chrétienté, à chaque fois qu'il y a eu un saint qui est mort là, on a mis une église. Mais vous imaginez tous les nombres de saints qu'il y aurait avec toutes les églises qu'il y a en France? Non, c'est parce que le lieu tellurique permet de pouvoir réceptionner l'information. Du coup, si on fait toujours un truc en onde, ou inversement, ça c'est la pyramide inversée de Shambhari au Rajasthan en Inde. Cette pyramide-là, en fait, ça descend. C'est magnifique. Et en bas, c'est de l'eau. Bon, c'est vert, parce que en Inde, c'est toujours pourri. Mais si vous voyez bien, c'est une métamachine qu'on peut avoir d'un château fort. Les châteaux forts sont aussi des métamachines. L'Inquisition, elle n'a pas tout bien nettoyé. Pourtant, ils ont essayé. Hein. Mais les métamachines, quand même, des Versailles, tout ça, sont des métamachines aussi. Pour amener le divin en soi. Et après, je dirais que le summum. Et les Champs-Élysées, c'est pas... Ah, les Champs-Élysées, c'est carrément une super métamachine. L'alignement, le Louvre, l'obélisque, les Champs-Élysées, enfin le Champ de Mars et les Champs-Élysées jusqu'à Charles de Gaulle Étoile, qui est le rond-point par excellence, qui renvoie l'information qu'il a. La Défense, le lac de Cergy-Pontoise, avec la pyramide là, et la pyramide inversée dans le Louvre,
c'est clair que c'était une ligne qui était déjà utilisée depuis les Romains, parce que l'arc de triomphe qu'il y a au carrousel, c'était avant des dolmens. Enfin, oui, c'était des... Enfin, il y avait des pierres. Et du coup, ce qui est dingue, et là, il faut y aller, il faut le voir pour le croire, c'est que les Romains, par exemple, un arc de triomphe, ça permet d'avoir une information, et hop, on va la diviser en trois. Donc l'arc de triomphe du carrousel, il fait exactement la même chose. En fait, pour être honnête, l'information vient de Gizeh, elle va jusqu'à Notre-Dame, Notre-Dame la renvoie au donjon du Louvre, et après il y a tout le processus qui se passe. Et le mur du carrousel, il est là pour faire écran. C'est comme le prisme de Pink Floyd où quand on a une lumière qui arrive, paf, ça s'éclate. Et bien du coup, ce carrousel, le mur du carrousel, c'est comme la croix de Hank, hein, une force qui rencontre une autre, crée une boucle d'énergie. Donc du coup, ça renvoie cette information au carrousel. Et là, quand vous allez au carrousel, vous regardez par terre et vous le voyez au sol. Ils ont matérialisé les départs des énergies. C'est en marbre, hein, il suffit de regarder. Et si vous tracez par Google Earth, là je peux vous donner des liens de potes à moi qui se sont amusés à le faire, vous allez à Stonehenge, vous allez sur tous les lieux importants de la planète. Et tous ces lieux importants, là, finalement, sont reliés, parce que ce sont des chakras. C'est des vortex, il y a un slide qui montrait bien. C'est comme nous, hein, c'est ce qui est en haut, ce qui est en bas. Donc nous, on est comme la planète, on a des points d'énergie avec des vortex. Mais la planète, c'est pareil. Et c'est relié, nous, c'est relié par des méridiens. La planète, c'est relié par des lignes Ley. Et les extraterrestres dans tout ça, vous allez me dire, parce que dans le premier slide, on a vu qu'on était un point parmi tout plein. Donc si nous, on est là, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Donc, s'il y a des gens qui nous observent, ils peuvent aussi nous balancer des crop circles pour énergiser et corriger à distance ce qu'une métamachine est capable de faire. Parce que ce qu'on n'a pas dit, mais que je vous ai dit cet après-midi, c'est que, ok, les métamachines permettent d'énergiser et d'avoir le culte de l'eau et de récupérer une information, mais je pense sincèrement que ces métamachines-là ont été créées à la base pour pouvoir densifier la matière. À l'époque du néolithique, et là on va même revenir bien avant, 4500 ans avant ce qu'on est aujourd'hui, notre planète a percuté une autre planète. Et du coup, ça a été retrouvé par la NASA aujourd'hui, en Amérique du Sud, là on a retrouvé une planète enfouie, enfin en tout cas une grosse masse magnétique, dans notre... ici, là. Là. On a retrouvé une grosse masse magnétique qui dérègle tout. Où? Pas loin des triangles du Bermude, mais plus bas. Et du coup, la fréquence qui est dans cette région-là n'est pas la même que chez nous. Et du coup, je pense que les gens qui étaient avant nous, il y a bien longtemps, ils étaient au courant de ce phénomène-là. Et ils ont créé tous ces dolmens, menhirs, etc. pour pouvoir corriger, énergétiquement parlant, notre planète. Parce que quand notre planète arrive sur le plan écliptique comme ça et fait ça, et que là elle rentre en résonance avec le soleil qui est là-bas, elle prend tellement d'énergie que s'il n'y avait pas tout ce système de mailles comme une étoile, eh bien la Terre en fait, elle perd le nord magnétique, elle rentre en courbe. Et à chaque fois qu'elle rentre en courbe, c'est à chaque changement de saison, tous les 2160 ans. Les 24 signes du zodiaque, chaque ère zodiacale, la Terre a très souvent perdu la boule. Et du coup, les Atlantes, et ceux qui ont survécu, ils nous ont laissé à l'ère du lion un sphinx, qui était après un certain déluge. Et à chaque fois qu'il y a un déluge, ça fout tellement la merde sur la planète que l'atmosphère elle-même, elle en est presque perdue, parce qu'il y a plein de poussière, de volcans, d'éruptions, tout ça. Donc du coup, l'être humain qui vit là-dedans, il ne peut presque pas respirer. Donc ces métamachines qui
créent, par leur vibration, sont capables de renforcer les ions. Et donc, du coup, non seulement elles créent une structure pour pouvoir absorber le faisceau lorsque c'est dans le plan de l'écliptique, pour paf, redistribuer, du coup ça s'encaisse et ça évite à la planète de perdre la boule, mais ça permet aussi de redensifier la chose et de pouvoir créer l'atmosphère. Et je pense qu'au néolithique, les gens qui ont créé les dolmens, etc., ces gens-là, ils étaient plus éthériques que physiques. C'est pour ça qu'on peut retrouver dans les cartrusses qu'on a vues aujourd'hui, presque, il y a des moments, il y a des édifices, il y a presque de la pâte à modeler, tellement que c'est façonné, parce que c'était moins dense. Preuve en est, quand on remonte dans le temps, les dinosaures, c'était énorme. Et nous, on est tout petits et très dense. Et on se cristallise même si on ne fait rien. Je l'ai dit cet après-midi, la chenille. La chenille, elle bouffe toute sa vie, après elle peut se cristallise, et puis après, hop, une fois qu'elle s'est métamorphosée, elle devient un papillon, et à ce moment-là, elle profite de la vie. Donc vous voyez à quel point les métamachines, l'information, à quel point c'est... Enfin moi je trouve ça passionnant. Et donc là, si vous voulez faire circuler ça, ce sont des vrais brins de blé trouvés dans des crop circles. Et ici, là, vous verrez les boursouflures qui sont faites là où il y a la pliure. Parce que c'est quand même dingue, parce que dans les crop circles, on voit bien que c'est une onde, hein. C'est comme si on envoie un micro-ondes et qui structure tout d'un coup, et ça détruit pas, c'est juste que ça joue sur les nœuds, et comme toute plante c'est de l'eau, et tac, ça joue sur la structure, et ça plie parce que c'est plié, enfin c'est assez magnifique. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Ah oui, alors, bien sûr, quand on parle de réseau or, de réseau argent, de réseau diamant, il n'y a pas forcément de l'or, de l'argent ou du diamant. C'est que notre planète, c'est un métal liquide en son centre. Donc c'est des métaux qui sont en fusion. Et donc il y a des rémanences de ces métaux-là. Et donc du coup, 80% de la Terre est faite de nickel. Donc on va trouver beaucoup de rémanences de réseaux nickel. Et d'où du coup le nickel, ça a été trouvé par le docteur Hartmann. Donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est le réseau Hartmann. Et le réseau Hartmann, il est nord, sud, est, ouest. Il fait 2 mètres et 2 mètres 50. Et donc ça, on le retrouve partout. Et après, plus les métaux sont rares, plus ils vont être éloignés et larges en fréquence. Et le plutonium, pour moi, c'est le plus large. Et le plus rare, bien sûr, mais il est très très large. Pour vous donner un ordre d'idée, le Hartmann, il fait 21 cm. L'or, en moyenne, on pourrait dire que ça fait 84 cm. Le cycle de Jupiter ou de Saturne, je ne sais plus. Et le plutonium, il a 2 mètres et quelques. Donc du coup, la fréquence... donc quand on dit que là, il y a un réseau curie, il y a de l'or ou un réseau d'argent, c'est une réémanation de la fréquence du métal qui est en bas. C'est quoi le réseau Curie? Le réseau Curie, c'est le fer, le réseau du fer. Le réseau Perret, c'est l'or. En fait, il porte le nom de la personne qui les a découverts. Et en portant de nom aussi, je vais vous raconter une petite chose que peut-être vous ne savez pas. En général, les églises, quand on dit Saint-Martial, Saint-Bidule ou Saint-Truc, c'est qu'elles sont faites en fonction de la fête dans le calendrier. Et c'est surtout que ces machines-là vont être en vibration avec leur à la date à la Saint-Bernard, admettons, c'est le 18 mars, et bien c'est dans l'alignement de la métamachine va fonctionner le 18 mars, donc elle s'appelle Saint-Bernard. Ok, c'est surtout pour ça. Et après, je vais vous dire un autre truc qui est fabuleux. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup rire. Mais comprenez que les métamachines vont attirer les réseaux ou les détendre, comme on a vu avec les Romains qui, avec les arcs du triomphe, ils étaient capables de diviser une information. Mais quand on crée une métamachine comme ça, on va plutôt concentrer l'information dans les piliers. Une cathédrale comme ça. Et tous les réseaux Hartmann, on va tous les réunir dans les piliers majeurs ici. Et du coup, en général, on a 16 réseaux Hartmann concentrés dans un carré magique. Il va se trouver devant. Un carré saturnien qu'on appelle ça. Et du coup, quand on est devant la métamachine, dans le carré saturnien,
et qu'on demande au gardien si on a l'autorisation, on va dire 16 âmes, ouvre-toi. Mais 16 âmes, c'est les 16 réseaux Hartmann réunis. C'est ça, les 16 âmes. 16. Et nous, on a dit 16 âmes, ouvre-toi. Mais c'est 16 en fait pour le nombre des réseaux Hartmann condensés à cet endroit-là, précis. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais... Non, c'est déjà fini.